Tu te trouves donc dans une pièce remplie de gaz explosifs. Une seule étincelle peut provoquer une explosion si puissante que toutes les portes et fenêtres seraient arrachées par une énorme colonne de feu. Et tu tiens une allumette. Il te faut une cible plus grande que cette pièce. Que dirais-tu de la plus grande pièce de gaz explosif de tout notre système solaire? Je te présente Jupiter. C'est la 5e planète en partant du Soleil et la plus grande de notre système. Elle est 11 fois plus grande que la Terre et presque 2 fois et demi plus lourde que toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. Si on mettait Jupiter sur la balance, il faudrait environ 317 Terres pour trouver l'équilibre. Mais surtout, il y a énormément de méthane dans son atmosphère. C'est le gaz que nous utilisons dans notre cuisine ou avec lequel nous faisons le plein de notre voiture. Et il brûle sans aucun problème. Plus important encore, il y a de l'hydrogène métallique. Dans son état normal, l'hydrogène est l'élément le plus léger de l'univers. Mais sur Jupiter, il est soumis à une énorme pression, plus de 400 millions d'atmosphères. En comparaison, sur Terre, tu ressens la pression d'une atmosphère. Multiplie donc ce chiffre par 400 millions et cet hydrogène est tellement comprimé qu'il ressemble à du métal liquide. L'hydrogène métallique peut être un excellent carburant. Il dégage 20 fois plus d'énergie que la combustion d'hydrogène classique. Donc toi et ton allumette pouvez vous amuser comme des fous. Ok, c'est parti. Le premier problème est la distance. Jupiter est seulement à une planète de nous, mais notre chemin est aussi bloqué par une ceinture d'astéroïdes derrière Mars. Elle est pleine de débris de roches géantes. En moyenne, chaque astéroïde peut être aussi large que la distance entre Los Angeles et Las Vegas. Il y a même des roches de la taille d'un État entier. Et le plus gros astéroïde de tous est Cérès. Il est presque aussi large que l'Alaska. Il est même considéré comme une planète naine. Ce dangereux voyage vers Jupiter prend environ 650 jours. C'est presque 2 ans d'ennui dans un vaisseau spatial. En comparaison, la plus longue période que les astronautes ont passée à bord d'un vaisseau spatial est de 84 jours. Mais nous te laisserons prendre ta collection de DVD préférés et quelques sacs de pop-corn. À la fin de la journée, tu pourras dormir un peu après une dure journée de travail. Avance rapide de 2 ans dans le futur et voilà, tu es arrivé à destination. Tu t'imagines déjà en train de craquer une allumette à la surface de Jupiter pour la faire exploser comme un ballon. Oh, fais attention quand tu t'en approches. En raison de son poids, Jupiter possède une forte force gravitationnelle, environ 3 fois plus forte que celle de la Terre. Plus tu t'approches de sa surface, plus tu te sens faible et tu peux à peine te tenir sur tes pieds. Le poids maximum que tu peux soulever ici est également 3 fois moins élevé, et même l'allumette que tu tiens dans ta main te semble déjà plus lourde. Tu essaies de sauter en l'air, tu dois faire plus d'efforts. En fait, tu ne peux même pas y parvenir, car Jupiter est une géante gazeuse. Cela signifie qu'il n'y a pas de surface solide. Théoriquement, plus tu plonges dans ces nuages, plus tu ressens de la pression. Petit à petit, les nuages et les gaz s'épaississent et forment une sorte de liquide. Mais tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Le méthane est un gaz léger et il est plus proche de la surface. Et enfin, c'est le moment de vérité. Tu prends une allumette, tu la frottes contre la boîte et... rien ne se passe. Bien, essayons encore une fois. 2e allumette, 3e, toujours rien. Ok, tu as un brûleur à gaz dans ton sac à dos, tu dévisses la valve au maximum et... rien ne se passe à nouveau. Eh bien, c'est parce qu'il faut 3 composants pour démarrer un processus de combustion. Le premier est le combustible. Heureusement, il y a assez de méthane et d'hydrogène métallique sur Jupiter pour faire exploser la planète entière en quelques secondes. Le deuxième composant est la source d'allumage. C'est la force initiale qui va lancer le processus de combustion. Il peut s'agir d'une étincelle, d'une décharge électrique ou d'une allumette, comme celle que tu tiens dans ta main. Et le dernier ingrédient est l'oxygène. Oui, le même oxygène que nous respirons. Il est tout aussi important pour le feu que le combustible lui-même. Pour faire l'expérience, allume une petite bougie. Couvre-la avec un verre. Tu vois comment le feu continue de brûler pendant quelques secondes, puis s'éteint ? Le combustible est toujours là, mais le feu a consommé tout l'oxygène contenu dans le verre et le processus de combustion est terminé. La même chose se produit sur Jupiter. Il ne peut pas y avoir de feu, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Et tu n'as pas besoin de voler jusque là-bas pour t'en rendre compte. Depuis la Terre, on peut voir des centaines de milliers de petits météorites tomber sur Jupiter. C'est la faute de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve à côté. Quand il frappe son atmosphère, il commence à brûler, et ça ne fait pas exploser la planète entière sur le champ. Mais ne t'inquiète pas, il y a encore un moyen d'enflammer cette planète gazeuse géante.
Tout ce que tu dois faire, c'est déclencher une réaction thermonucléaire en chaîne sur la planète. Il y aura alors une explosion si puissante qu'elle sera visible depuis la Terre. Et ce sera comme la naissance d'une nouvelle étoile. Pour cela, il faut faire exploser un réacteur nucléaire comme ceux qui nous fournissent de l'électricité ici sur Terre. En fait, nous devrions envoyer tout ce que nous avons sur Jupiter. Mais même comme ça ne sera pas suffisant. Lorsque les gros astéroïdes frappent la planète, ils provoquent une explosion beaucoup plus importante. En 2009, une météorite de la taille de 5 terrains de football a frappé Jupiter. Elle a provoqué une explosion qui équivaut à 5 milliards de tonnes de TNT. Cet incident a laissé une tache noire de la taille de l'océan Pacifique. Et une explosion encore plus grande est arrivée en 1994. Après cette collision, il y a eu une tache géante sur Jupiter, presque de la taille de notre planète. Mais les vents et les tempêtes ont rapidement balayé les traces de l'explosion. Après quelques semaines, Jupiter était redevenu normal. Le problème est que nos tentatives pour faire exploser la géante gazeuse ont eu lieu à la surface de la planète. Or, nous devons placer une charge de la taille de la Lune dans les profondeurs. Une énorme explosion provoquera une réaction thermonucléaire et fera exploser l'hydrogène métallique. Le processus d'explosion est enclenché et en quelques secondes, Jupiter explose comme un ballon géant. Mais ce spectacle sera le dernier que l'humanité verra. L'explosion va perturber les orbites normales de la Terre et des autres planètes. La trajectoire de la Terre autour du Soleil pourrait changer, et nous pourrions voir l'aube non pas à l'est, mais de n'importe quel autre côté du monde. Quand le puissant vent de l'explosion atteindra la Terre, il commencera à balayer notre atmosphère. Bientôt, notre planète perdra sa couche d'ozone. Elle est le bouclier qui nous protège des radiations solaires. Dans cette situation, nous devrons nous cacher sous terre pour le restant de nos jours. Mais même cela ne pourra pas nous protéger. Avant peu, la Terre sera bombardée de milliers de météorites. Jupiter était si lourd qu'il maintenait la ceinture d'astéroïdes en place. Sans lui, ces derniers commenceront à voler vers nous. La Terre ressentirait une pluie constante de météorites. Mais il n'y aurait plus personne sur Terre pour l'observer. L'explosion de Jupiter peut être comparée à une supernova. En fait, Jupiter est pratiquement une étoile. Si elle était juste un peu plus grosse et plus lourde, elle commencerait à rétrécir. La forte pression exercée sur le noyau de la planète déclencherait des réactions thermonucléaires. Finalement, Jupiter se transformerait en naine brune. Et elle serait 50 fois plus lourde qu'elle ne l'est maintenant. Mais comme elle n'a pas assez de poids pour faire cela, Jupiter est parfois appelée une étoile ratée. Peut-être devrions-nous visiter d'autres planètes gazeuses de notre système solaire et essayer de craquer notre allumette là-bas. Saturne. L'atmosphère de Saturne est similaire à celle de Jupiter, mais ici non plus, il n'y a pas d'oxygène pour la combustion. Donc tout ce que tu as à faire est d'admirer les magnifiques anneaux de la planète et de passer à autre chose. Eh bien, Uranus et Neptune sont beaucoup plus petits, et elles n'ont pas d'hydrogène métallique, donc leur explosion ne serait pas aussi forte. Mais tu ne pourrais toujours pas les enflammer avec une allumette, car il n'y a pas d'atmosphère pleine d'oxygène. Mais il y a une planète où tu pourrais allumer un feu avec ton allumette. C'est GJ 1132b et elle est à 39 années-lumière. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait contenir de l'oxygène, bien que ce ne soit pas une géante gazeuse avec des gaz combustibles dans son atmosphère. Mais tu peux toujours t'asseoir sur son sol rocheux et faire un feu pour admirer un singulier coucher de soleil. Alerte aux ouragans! Tout le monde se cache. La vitesse du vent dehors est de plus de 120 km/h. Cela semble beaucoup, mais voici une tempête qui se déplace à 645 km/h. Attends, de telles vitesses sont possibles? Eh oui, mais pour assister à une tempête aussi puissante, tu devras te rendre jusqu'à Jupiter. Alors que le voyage commence. La planète est énorme, près de 1300 terres pourraient tenir à l'intérieur de cette géante. Elle est aussi incroyablement chaude, les températures atteignant environ 23 800 degrés Celsius au cœur de la planète. Malheureusement, tu ne peux pas atterrir à la surface de Jupiter, car étant une géante gazeuse, elle n'a pas de surface solide. Mais tu peux aller plus loin dans l'atmosphère de Jupiter. Regarde ces épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs qui glissent tout autour. Ce sont eux qui donnent à la planète son aspect coloré et un peu strié. Si tu continues à descendre vers le centre de la planète, tu verras son atmosphère, principalement composée d'hydrogène et d'hélium gazeux, se liquéfier. Cela se produit en raison de l'immense pression atmosphérique. Le noyau de la planète lui-même est un objet mystérieux.
Les scientifiques n'ont toujours pas compris s'il s'agit d'une boule d'un épais liquide en fusion ou d'une roche solide dont la masse serait 14 à 18 fois supérieure à celle de la Terre. De toute façon, l'exploration de Jupiter n'est pas le but principal de ton voyage. Et non, tu t'es rendu ici pour voir la grande tache rouge. C'est une énorme tempête qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Ses plus hautes strates s'élèvent à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. La tempête elle-même est 1,3 fois plus grande que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à collecter de nombreuses données sur la tache rouge. Et il s'est avéré que cette tempête monstrueuse descendait à plus de 320 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais ces mesures sont probablement imprécises, et les véritables racines de la tempête pourraient être encore plus étendues. La grande tache rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère. Et n'oublie pas que les températures de Jupiter sont de moins 148 degrés Celsius au sommet des nuages. En revanche, plus on se rapproche du noyau, plus il fait chaud. Mystérieusement, les températures les plus élevées jamais enregistrées sur la géante gazeuse se sont produites dans l'atmosphère juste au-dessus de la grande tache rouge. Là, la chaleur a atteint 1300 degrés Celsius. Cette température est plus élevée que celle de la lave sur notre planète. Les astronomes pensent que les turbulences causées par la tempête seraient capables de produire des ondes gravitationnelles et sonores qui pourraient être responsables de cette surchauffe. Mais la tempête elle-même est plus chaude en bas qu'en haut. Cela fait plus de 150 ans que les gens observent le vortex en mouvement sur Jupiter. Il y a quelque temps, les astronomes ont prédit qu'il allait progressivement ralentir et devenir plus petit, voire disparaître complètement. Mais cela ne s'est pas avéré être le cas. Après avoir analysé toutes les données recueillies à l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont été déconcertés de découvrir que les vents, aux confins extérieurs de la tempête, avaient en fait pris de la vitesse. La variation de la vitesse du vent n'est pas supérieure à 2,5 km/h au cours d'une année terrestre. C'est un changement infime. Mais aussi petite que soit cette différence, elle est tout de même significative. La vitesse du vent au bord de la tempête peut atteindre une vitesse ahurissante de 650 km/h. C'est plus rapide que les tornades de la Terre. En même temps, si tu te trouvais au centre de la grande tache rouge, tu ne serais pas si impressionné. Les vents s'y déplacent beaucoup plus lentement. Les scientifiques ont dû relever de nombreux défis lorsqu'ils ont essayé de résoudre le mystère qu'est la grande tache rouge. On ne sait pas très bien ce qui alimente la tempête. Cela peut-il être dû à la nature de sa planète d'origine ? Comme il s'agit d'une géante gazeuse, Jupiter n'a pas de sol solide, il n'y a donc pas de friction, ce qui pourrait être la seule chose capable d'atténuer la tempête. Les gaz chauds de l'atmosphère de la planète sont toujours en mouvement. Ils montent, descendent, tourbillonnent, tout comme sur notre planète où l'air plus frais et plus chaud se mélangent et se fondent l'un dans l'autre, formant des tempêtes gigantesques qui tournent sur elles-mêmes. Les astronomes pensent qu'autrefois, plusieurs immenses tempêtes ont pu se réunir et créer la grande tache rouge. Et maintenant, elles continuent de tourner en attirant constamment des gaz froids des profondeurs et des gaz chauds en altitude. De plus, la tempête pourrait absorber d'autres cyclones plus petits. Cela rend la grande tache rouge encore plus puissante. Malheureusement, les épais nuages sur Jupiter ne permettent pas aux astronomes de voir ce qui se passe dans la basse atmosphère de la planète. Les scientifiques spéculent depuis des décennies sur ce qui pourrait se cacher sous la grande tache rouge. S'agit-il d'un volcan massif ? Peu probable. Jupiter est principalement composée de gaz, et elle n'a pas de croûte qui pourrait se fissurer, laissant la lave s'échapper de l'intérieur de la planète. Il existe également quelques théories expliquant pourquoi la tempête possède cette couleur caractéristique. Elle varie du blanc et du rose pâle à l'orange vif, en passant par un rouge brique. Certains scientifiques pensent que la réponse se trouve profondément sous la grande tache rouge, plus près de la surface de la planète. Une couche de gaz incolore pourrait réagir au rayonnement UV provenant du Soleil. C'est probablement ce qui donne à la tempête sa couleur rouge. Mais pour l'instant, ce n'est encore qu'une théorie. Et maintenant, tu en sais à peu près autant que nous. Jupiter n'est pas la seule planète qui peut se targuer de sa tempête géante. Une autre, aussi vaste que notre planète natale, fait rage sur Saturne. On l'appelle la grande tache blanche. C'est pratique pour les différencier. La tempête a une traîne de nuages blancs qui encercle toute la planète, et elle se produit tous les 30 ans environ.
Cette tempête démarre effectivement comme une tache, mais ensuite elle commence à s'étirer et à s'étendre. Les astronomes ont découvert que la grande tache blanche était en fait un énorme système d'orage. Et au sommet de la tempête, les éclairs peuvent jaillir plus de 10 fois par seconde. Mais le principal mystère concernant la grande tache blanche est de savoir d'où elle tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être alimentée par le Soleil, d'autres affirment que la configuration des nuages de la tempête n'a de sens que s'il existe une source interne de chaleur qui puisse alimenter les vents. Quoi qu'il en soit, les violentes tempêtes sur différentes planètes du système solaire ne sont pas le seul mystère spatial qui rende les astronomes perplexes. Passons à Pluton, la plus grande planète naine connue du système solaire, et explorons son atmosphère. Elle s'élève très haut au-dessus de la surface de la planète et comporte plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Par ailleurs, notre Lune a aussi une sorte d'atmosphère. Appelée exosphère, elle est composée d'hélium, de néon et d'argon. Elle est 10 000 milliards de fois moins dense que l'atmosphère de la Terre. En voyageant dans l'espace, fais attention aux trous noirs. Un trou noir est un endroit où la gravité est si forte que même la lumière ne peut pas en sortir. Mais les trous noirs peuvent parfois se comporter comme des volcans galactiques supermassifs. De temps en temps, ils s'enflamment, mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et ce phénomène laisse des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu de temps, les scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et autres télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une crise il y a de très nombreuses années. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère que cet événement a laissé derrière lui pourrait contenir 15 galaxies semblables à la Voie lactée. Oui, même moi ça me dépasse un peu. Pendant ton voyage à travers l'espace, réfléchis bien avant d'atterrir sur des planètes inconnues. Sinon, tu risques de te retrouver dans un endroit comme K2 141b. C'est une planète située en dehors de notre système solaire. À première vue, elle n'est pas si différente de la Terre. Elle possède des océans liquides qui s'évaporent, forment des nuages, se condensent et reviennent à la surface sous forme de pluie. Mais au lieu d'eau, il pleut des pierres. La surface de cette exoplanète est recouverte de mers de lave profondes de plusieurs dizaines de kilomètres. Les températures sur K2 141b atteignent extrêmement chaud et follement rapide. Eh oui, c'est tout moi. Mais attends, tu voulais parler de l'espace ? Bon, d'abord, on a découvert 51 PEG-V, une exoplanète qui tourne autour d'une étoile semblable à la nôtre. Une exoplanète est une planète en dehors de notre système solaire qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil. Cette planète est complètement différente de tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent. Elle a presque le même diamètre que Jupiter, mais la moitié de la masse de cette géante gazeuse. Il ne faut que 4 jours à cette exoplanète pour tourner autour de son étoile, ce qui nous a paru incroyable. C'était définitivement trop rapide pour quelque chose d'aussi massif. Et puis les scientifiques ont commencé à découvrir ce qu'ils ont nommé des Jupiters chauds partout dans l'espace. De nombreuses géantes gazeuses brûlantes se trouvaient à seulement quelques millions de kilomètres de leur étoile. Parfois, 2 ou 3 corps spatiaux orbitaient de très près autour de leur étoile, et beaucoup étaient plusieurs fois plus gros que la Terre. Les systèmes solaires où ils ont trouvé ces Jupiters chauds ne ressemblent pas aux nôtres. Nous avons un système bien ordonné, avec des petites planètes rocheuses à l'intérieur et de grosses géantes gazeuses à l'extérieur. Et presque toutes orbitent paisiblement autour du Soleil, en suivant leur propre trajectoire. Tout est donc en ordre. Lorsqu'une étoile se trouve dans la première phase de sa formation, elle crée un disque de gaz, de débris et de poussière autour d'elle. On appelle ça un disque d'accrétion. Ces gaz sont lentement attirés vers l'étoile en raison de ses forces gravitationnelles, et cela conduit à une sorte de tourbillon stellaire. Les parties extérieures du disque sont plus denses en gaz que le centre. Avec le temps, l'effet tourbillon devient encore plus puissant. La même chose se produit avec les Jupiters chauds, ce qui fait que ces géantes gazeuses se mettent à orbiter beaucoup plus vite que normalement. Cela les entraîne aussi vers leur étoile en une spirale de plus en plus étroite. Heureusement, notre Jupiter n'est pas devenu un Jupiter chaud. Notre géante gazeuse a commencé sa vie sous la forme d'un astéroïde glacé de la taille de la Terre, ce qui est différent de la façon dont les Jupiters chauds se forment habituellement. À l'époque de sa prime enfance, Jupiter était environ 4 fois plus éloigné du Soleil qu'aujourd'hui, quelque part entre Uranus et Neptune. Environ 2 à 3 millions d'années après sa formation dans le disque d'accrétion de notre Soleil, Jupiter a entamé une phase de 700 millions d'années que les astronomes appellent le Grand Tac.
Le tack, ou virement de bord, est la manœuvre qu'effectue un bateau lorsqu'il se dirige vers une bouée et qu'il la contourne en glissant. Ensuite, il accélère et se dirige vers l'endroit d'où il vient. C'est donc ce que Jupiter a commencé à faire. Et dans ses migrations orbitales de plus en plus serrées, la gravité de cette planète aurait pu déplacer de nombreux astéroïdes et autres corps spatiaux, déformer les orbites des grandes planètes et provoquer des collisions et le chaos. Le grand tack de Jupiter aurait détruit de nombreux corps spatiaux. C'est un scénario qui aurait pu arriver, mais heureusement, Jupiter a changé de cap et est devenue la géante gazeuse pacifique que l'on connaît. Neptune, Uranus et Saturne se sont elles aussi lancées dans ce processus chaotique. Saturne est même devenue si grosse que sa gravité a commencé à éloigner Jupiter de son orbite. Mais après un certain temps, les orbites de ces géantes gazeuses se sont stabilisées. Ensuite, elles ont réussi à évacuer les gaz qui subsistaient entre elles. Et comme ces gaz servaient en quelque sorte de carburant pour la migration des planètes, Jupiter et Saturne ont finalement pu s'installer sur les orbites stables que nous leur connaissons aujourd'hui. De temps en temps, Jupiter peut encore envoyer 1 ou 2 astéroïdes glacés sur les planètes intérieures. Lorsque notre planète était plus jeune, cela a même pu être l'un des processus ayant participé à la formation des océans. Mais Jupiter est beaucoup plus calme aujourd'hui. Les forces gravitationnelles de Saturne ont modéré la situation et la maintiennent sous contrôle. Maintenant, Jupiter est notre protectrice. Sa masse est 2,5 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. C'est une sorte de bouclier gravitationnel qui orbite autour de la partie intérieure du système solaire. Jupiter détourne les débris et les astéroïdes loin des planètes intérieures, Mercure, Vénus, Terre et Mars, assurant notre sécurité à tous. Grâce à cela, la Terre a toujours été protégée. Notre planète a donc eu suffisamment de temps pour évoluer vers des formes de vie complexes, et elle n'a pas été détruite par des astéroïdes, des Jupiters chauds ou d'autres corps spatiaux. Jupiter n'est pas la seule planète qui aurait pu entrer en collision avec la Terre. Les scientifiques pensent que Mercure pourrait avoir été impliqué dans un accident avec notre planète. Mercure est la planète la plus intérieure de notre système solaire. C'est la plus proche du Soleil et la plus petite planète existante. Et elle continue à devenir de plus en plus petite. Aujourd'hui, son diamètre est inférieur d'environ 14 km par rapport à sa taille d'il y a 4 milliards d'années. Les scientifiques pensent que cela pourrait être dû au fait que le noyau de cette planète est composé de fer, et ce fer se refroidirait et deviendrait solide, ce qui réduirait lentement la taille de la planète. Mercure est la planète qui compte le plus grand nombre de cratères dans notre système solaire. Son atmosphère est très peu dense, elle ne peut donc rien faire pour protéger la planète contre les météores. Le plus grand cratère à la surface de Mercure fait au moins 1550 km de diamètre. Cela correspond à l'Europe occidentale, de l'Allemagne jusqu'au Portugal. L'objet qui a formé un tel cratère devait faire au moins 100 km de long. Avec tous ces cratères, Mercure ressemble à notre Lune. Cette planète tourne autour du Soleil plus rapidement que les autres, donc une année sur Mercure dure environ 88 jours terrestres. Cela signifie qu'on y fête son anniversaire tous les 3 mois environ. En même temps, la planète tourne si lentement sur elle-même qu'une journée sur Mercure dure presque 59 jours terrestres. Il faut attendre longtemps avant de pouvoir aller se coucher. Il y a un morceau de Mercure sur notre planète. En 2012, une météorite verte a été trouvée dans un marché du Maroc. Les scientifiques ont étudié sa composition et ont conclu qu'elle pouvait provenir de Mercure. Mercure n'a pas de lune, à cause de sa petite taille et de sa faible gravité. De plus, la planète est trop proche du Soleil. Au fait, la seule autre planète sans lune de notre système solaire est Vénus. Mercure a une croûte très fine, comme une bonne pizza. Selon l'une des théories concernant la formation de cette planète, il y aurait eu une collision majeure au cours de laquelle elle aurait perdu la majeure partie de sa croûte. Cela pourrait aussi avoir déplacé Mercure hors de sa zone d'origine. Ce ne serait pas inhabituel. Les géantes gazeuses de notre système solaire ne se sont pas non plus formées à l'endroit où elles se trouvent aujourd'hui. Mercure a aussi une orbite excentrique, ce qui signifie qu'elle pourrait avoir été éjectée de son ancienne orbite et déplacée sur une nouvelle. Les scientifiques pensent aussi que Mercure a pu entrer en collision avec la Terre dès débuts. Selon une théorie, c'est ainsi que la Lune se serait formée, à partir de toute la matière qui se serait envolée lors de l'énorme collision. Il pourrait même y avoir eu des morceaux de la croûte de Mercure dans le mélange. Les exoplanètes Kepler 107b et Kepler 107c orbitent autour d'une étoile similaire à notre Soleil dans le système Kepler 107. Cette étoile se trouve à environ 1700 années-lumière de nous. Ces planètes ont des tailles presque identiques, toutes deux ayant un rayon faisant 1,5 fois celui de la Terre.
Mais l'une d'entre elles, Kepler 107c, est presque 3 fois plus dense que l'autre. C'est parce que leurs compositions sont différentes. Certains scientifiques pensent que Kepler 107b est moins dense car elle serait un jour entrée en collision avec une autre planète inconnue. Ce choc puissant aurait emporté une partie de sa surface et laissé derrière lui un noyau très dense et riche en fer. Une énorme comète a frappé Neptune il y a environ 200 ans. Mais comme Neptune n'est pas une planète rocheuse avec une atmosphère ténue comme Mars ou Mercure, il est plus difficile de trouver des preuves de cet impact. Mais une comète appelée Shoemaker-Levy 9 a éclaté en 1994 et s'est écrasée sur Jupiter. Les astronomes ont réussi à enregistrer cet événement. Cela les a aidés à en savoir plus sur les éléments et les molécules que les diverses collisions ont laissés dans l'atmosphère de Jupiter au cours du temps. Ces informations ont permis aux scientifiques de comprendre que la quantité de monoxyde de carbone présente dans les couches supérieures de l'atmosphère de Neptune est plus élevée que dans ses couches inférieures. Cela signifie qu'une grosse comète a probablement frappé la planète dans le passé, étant donné que les comètes contiennent du monoxyde de carbone dans leur queue glacée. Quelque chose d'énorme a également percuté Uranus, changeant cette planète à jamais. Un objet spatial 2 fois plus grand que la Terre a heurté la géante de glace. Cela lui a donné l'inclinaison qu'on lui connaît. On dirait qu'elle tourne couchée sur le côté. Uranus est extrêmement froide, bien plus froide que ce qu'elle est censée être. Cela pourrait signifier que l'objet qui l'a percuté était une jeune protoplanète composée de glace et de roches. De plus, certains des débris de cette collision ont peut-être créé une fine enveloppe autour d'Uranus. Cette enveloppe retient encore la chaleur qui provient du noyau. D'étranges impulsions d'énergie bombardent toute notre galaxie et elles proviennent de l'autre côté de l'univers. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont observé des éclairs de lumière bizarres se dirigeant vers notre planète. Ce phénomène s'appelle sursaut radio rapide ou FRB. Ces signaux traversent quelques milliards d'années-lumière de poussière et de gaz. C'est un chemin plutôt long. Jusqu'à présent, personne n'a découvert ce qui est à l'origine de ces sursauts.